Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir des grandes lignes justement de mon ouvrage dont monsieur vient de parler, qui s'intitule La négation de la nation, négociation, moins, bref, la négation de la nation, l'identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien. C'est un ouvrage qui est tiré de ma thèse de doctorat, donc que j'ai complété en 2002. Lorsqu'il est venu le temps de choisir le sujet de ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écrits sur le fédéralisme, comme vous vous en doutez certainement, particulièrement au Canada, mais il n'existait aucun ouvrage qui portait sur la genèse de la Fédération canadienne en ce qui a trait à sa réponse à la question identitaire québécoise. Alors, la question à laquelle que je me suis posée et à laquelle j'ai voulu répondre, et je vais donc en traiter un peu avec vous aujourd'hui, est la suivante. Le régime fédératif canadien, tel qu'il a été conçu à ses origines et tel qu'il a évolué par la suite, répondait-il et répond-il aujourd'hui au désir de la nation québécoise d'assurer la survie et la protection de son identité culturelle distincte? Afin de répondre à cette question, je vais traiter dans un premier temps d'abord du concept de fédéralisme. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera des choses que vous connaissez déjà, mais je pensais qu'il était important d'abord de définir ce qu'est le fédéralisme au point de vue politique, mais surtout au niveau juridique, pour ensuite, dans une deuxième partie, traiter de la nation québécoise et de la Fédération canadienne en particulier, en examinant d'abord les origines de la Fédération canadienne, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a une Fédération au Canada plutôt qu'un État unitaire, ensuite comment cette fédération a évolué par les décisions des tribunaux, et ensuite, évidemment, quel a été l'impact de la modification constitutionnelle de 1982, plus précisément de l'insertion dans la Constitution de la Charte canadienne. Alors, quel a été cet impact sur l'identité culturelle québécoise? Alors, j'ai préparé un plan pour vous qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait être distribué dans les prochaines minutes. Alors, première partie, donc, le fédéralisme. Avant d'en traiter en profondeur, je vais d'abord exposer dans les grandes lignes, la distinction entre un État unitaire et un État fédératif, en d'autres termes, une fédération. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir des grandes lignes justement de mon ouvrage dont monsieur vient de parler, qui s'intitule La négation de la nation, négociation, moins, bref, la négation de la nation, l'identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien. C'est un ouvrage qui est tiré de ma thèse de doctorat, donc que j'ai complété en 2002. Lorsqu'il est venu le temps de choisir le sujet de ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écrits sur le fédéralisme, comme vous vous en doutez certainement, particulièrement au Canada, mais il n'existait aucun ouvrage qui portait sur la genèse de la Fédération canadienne en ce qui a trait à sa réponse à la question identitaire québécoise. Alors, la question à laquelle que je me suis posée et à laquelle j'ai voulu répondre, et je vais donc en traiter un peu avec vous aujourd'hui, est la suivante. Le régime fédératif canadien, tel qu'il a été conçu à ses origines et tel qu'il a évolué par la suite, répondait-il et répond-il aujourd'hui au désir de la nation québécoise d'assurer la survie et la protection de son identité culturelle distincte? Afin de répondre à cette question, je vais traiter dans un premier temps d'abord du concept de fédéralisme. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera des choses que vous connaissez déjà, mais je pensais qu'il était important d'abord de définir ce qu'est le fédéralisme au point de vue politique, mais surtout au niveau juridique, pour ensuite, dans une deuxième partie, traiter de la nation québécoise et de la Fédération canadienne en particulier, en examinant d'abord les origines de la Fédération canadienne, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a une fédération au Canada plutôt qu'un État unitaire, ensuite comment cette fédération a évolué par les décisions des tribunaux, et ensuite, évidemment, quel a été l'impact de la modification constitutionnelle de 1982, plus précisément de l'insertion dans la Constitution de la Charte canadienne. Alors, quel a été cet impact sur l'identité culturelle québécoise? Alors, j'ai préparé un plan pour vous qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait être distribué dans les prochaines minutes. Alors, première partie, donc, le fédéralisme.
Avant d'en traiter en profondeur, je vais d'abord exposer les grandes lignes, dans les grandes lignes, la distinction entre un État unitaire et un État fédératif, en d'autres termes, une fédération. Alors, comme certainement plusieurs d'entre vous le savent déjà, un État unitaire est un État au sein duquel il n'existe qu'un seul Parlement et qu'un seul gouvernement, compétent pour l'ensemble des sujets de législation. Alors, quand je parle de sujets de législation, par exemple, éducation, santé, commerce, ainsi de suite. Et ce Parlement, qui est compétent sur toutes les matières, l'est sur l'ensemble du territoire étatique. Il n'y a donc pas dans un État unitaire de décentralisation du pouvoir législatif. Est-ce que ça veut dire que dans les États unitaires, il n'existe aucune décentralisation du pouvoir? Non, bien sûr, sauf que cette décentralisation du pouvoir ne porte pas sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'adopter des lois, mais portera plutôt sur les fonctions exécutives et judiciaires. Je vous donne un exemple avec les municipalités. Alors, on connaît évidemment le système des municipalités au Québec. Les municipalités sont des organes décentralisés. Ce sont des organes qui exercent des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'elles peuvent adopter, par exemple, des règlements. Mais les municipalités n'exercent pas de fonctions législatives. Tous les pouvoirs des municipalités, elles les ont parce qu'il y a une loi du Parlement qui leur donne le pouvoir d'adopter des règlements. Donc, dans un État unitaire, la plupart des États unitaires, il y a toujours une forme de décentralisation, parce que c'est plus efficace pour l'action étatique, mais dans un État unitaire, donc, il y aura des instances décentralisées, un peu comme les municipalités, qui n'ont pas de pouvoir législatif, mais plutôt des pouvoirs exécutifs. Donc, ces organes-là, dans un régime unitaire, sont toujours subordonnés au Parlement. Alors, ces organes décentralisés sont bien sûr dans un état très précaire parce que du jour au lendemain, le Parlement peut décider par une simple loi d'abolir les organes décentralisés tout simplement. On en a un exemple, par exemple, avec la loi sur les fusions municipales. On n'a pas aboli les municipalités au Québec, bien sûr, mais le Parlement a exercé son pouvoir législatif d'opérer des fusions municipales, ce qu'il avait le pouvoir de faire. L'État fédératif est un régime au sein duquel la décentralisation est la plus poussée. Contrairement à l'État unitaire, l'État fédératif va impliquer une décentralisation, mais cette fois-ci de la fonction législative, donc du pouvoir d'adopter des lois. Ce pouvoir législatif, donc, dans une fédération, va s'exercer à deux niveaux, à un niveau central ou fédéral et à un niveau fédéré. Le niveau central ou fédéral sera compétent pour légiférer seulement pour certaines matières, donc certains sujets, sur l'ensemble du territoire étatique. Alors que les entités fédérées, au Canada qu'on appelle province, en Suisse ce sont les cantons, donc les entités fédérées, elles, seront elles aussi compétentes pour légiférer quant à d'autres matières de législation, d'autres sujets, dans leur cas par contre sur une portion seulement du territoire étatique. Alors, quand le Parlement fédéral adopte une loi dans un de ses champs de compétences, cette loi s'applique à l'ensemble du Canada, si c'est la volonté du Parlement fédéral, alors que lorsque le Parlement québécois adopte une loi dans ses champs de compétences, elle ne s'appliquera évidemment qu'aux gens qui sont sur le territoire québécois. Même chose évidemment pour l'ensemble des provinces. Contrairement à l'État unitaire, dans l'État fédératif, ni l'un ni l'autre des niveaux de décision est subordonné à l'autre. Tous les deux sont normalement autonomes dans leur champ de compétences. Donc, dans les matières de législation qui leur sont attribuées par la Constitution, il ne doit donc pas y avoir de subordination du niveau fédéral au niveau fédéré et vice-versa du niveau fédéré au niveau fédéral. La fonction législative, si on la compare aux fonctions exécutives et judiciaires, c'est la fonction la plus importante de l'État. Pourquoi? Parce que c'est la fonction qui découle directement de la Constitution. Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec les municipalités. Je disais que les municipalités ont des pouvoirs, mais uniquement parce que c'est la loi du Parlement qui leur donne les pouvoirs. Contrairement à ces municipalités, une province ou un État fédéré en général, ces pouvoirs ne découlent pas d'une simple loi qui peut être modifiée, mais découlent de la Constitution. Alors, ces entités fédérées ont donc pas du tout un statut précaire comme l'ont, par exemple, les municipalités. Parce que si on veut abolir une province au Canada ou abolir une autre entité fédérée dans une autre fédération, il faut donc opérer une modification de la Constitution, ce qui est beaucoup plus complexe que d'opérer une simple modification à une loi.
Je vais donc traiter maintenant du fédéralisme en tant que principe d'organisation étatique. Donc, avant d'entrer vraiment dans les caractéristiques juridiques essentielles des fédérations, qui est mon domaine par excellence, qui est du droit, je vais quand même traiter du fédéralisme au niveau politique parce que ça éclaire la réflexion qu'on aura par la suite. Alors, le fédéralisme, c'est la réponse, une des réponses possibles à la question de la centralisation ou décentralisation du pouvoir au sein de l'État. La création d'une fédération peut servir non simplement à accommoder les différences culturelles, mais à procurer les instruments juridiques nécessaires à l'expression des identités nationales qui se trouvent au sein de la collectivité étatique. Le fédéralisme va donc résulter de la rencontre d'une double volonté. Une volonté d'union, d'une part, et une volonté de séparation également. C'est donc un processus politique, le fédéralisme, qui va toujours osciller en deux valeurs, la valeur d'unité et la valeur de diversité. Et ces deux valeurs, que sont celles de l'unité et de la diversité, sont des valeurs évidemment qui sont opposées. Alors le fédéralisme sera toujours à la recherche d'un équilibre entre ce désir d'union des collectivités et ce désir de diversité, donc ce désir de rester quand même séparés pour certains sujets. Et qui dit équilibre dit de façon inhérente une certaine instabilité. Alors une fédération, c'est toujours un système qui n'est pas statique et qui est fixe, mais qui doit toujours s'adapter aux changements qui s'opèrent dans les collectivités et donc toujours essayer de tendre à un équilibre entre ces deux valeurs opposées de l'unité et de la diversité. Plus concrètement, à quel type de besoin répond le choix d'un régime fédératif plutôt que d'un régime unitaire? Autrement dit, dans quelles circonstances il est approprié de choisir une fédération plutôt qu'un État unitaire? C'est lorsque les collectivités en présence désirent à la fois être unies sous un seul gouvernement quant aux sujets sur lesquels elles partagent des intérêts communs. On se rappelle, j'ai parlé tout à l'heure de partage des matières entre le fédéral et le fédéré. Alors on dit, bon, mais quels sont les intérêts que nous avons en commun, nous, collectivités qui voulons choisir un régime fédératif? Alors ces sujets sur lesquels nous avons des intérêts communs, on va les donner à la compétence de l'ordre fédéral, alors que les sujets sur lesquels nous avons des intérêts particuliers, des intérêts distincts, relèveront de la compétence des entités fédérées. Quels sont, de façon générale, les facteurs qui poussent à une certaine union des collectivités? Souvent, le facteur militaire est présent dans le choix d'une fédération. C'est le cas au Canada, on le verra un peu plus en profondeur tout à l'heure. C'est le cas aux États-Unis et c'est le cas notamment en Suisse. Alors, qu'est-ce qui milite souvent à une certaine union des collectivités dans l'histoire? C'est le besoin d'une défense commune. Alors, le facteur militaire est souvent donc un facteur qui pousse à une certaine union. Le facteur économique est également un autre facteur. Souvent, les entités désireuses de choisir une fédération identifient ce désir de vouloir créer un marché commun et donc ce facteur économique s'ajoute au facteur militaire dans ceux qui sont les plus souvent fréquemment rencontrés comme facteurs poussant à une certaine union. Mais on sait que dans un régime fédératif, s'il n'y avait qu'un désir d'union, les collectivités choisiraient un État unitaire. Pour qu'il soit approprié de choisir un État fédératif, il faut que, oui, il y ait des facteurs qui poussent à l'union, mais qu'il y en ait d'autres qui poussent à une certaine séparation. Quels sont donc ces facteurs, en général, qui sont présents au sein de fédérations et qui poussent à une certaine désunion? Il y en a plusieurs, notamment, ça peut être un certain isolement géographique des collectivités, par exemple en Suisse, avec les Alpes et tout. Mais je dirais que si on devait identifier un facteur qui pousse à une certaine désunion, qui est souvent le plus criant dans le choix fédératif, c'est la présence au sein des collectivités de langues, de religions, de cultures différentes, bref, de nations différentes, fruits d'une culture particulière et d'une histoire particulière. Le Canada est dans ce cas-là, la Belgique, la Suisse et l'Inde, pour ne nommer que ceux-là. Alors, on retient donc que le fédéralisme,
au niveau politique implique la rencontre de deux désirs, un désir d'unité et un désir de diversité. Et souvent, le facteur de diversité le plus important est la présence au sein des collectivités de nations, de cultures différentes. Quelles sont maintenant les caractéristiques juridiques essentielles d'une fédération? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on lit un texte constitutionnel, quels sont les critères qui vont nous permettre de dire que oui, nous sommes bel et bien en présence d'une fédération ou non, nous ne sommes pas en présence d'une fédération? D'abord, le partage de la fonction législative. Alors, j'en ai traité brièvement. Alors, le partage de la fonction législative consiste à diviser l'action étatique en différents sujets. Alors, quels sont les sujets sur lesquels l'État intervient à un moment donné où est-ce qu'on veut créer une fédération? On énumère ces sujets et là, on va décider lesquels parmi ces sujets ou ces matières donc vont relever de l'ordre fédéral et quels autres vont relever de l'ordre fédéré. Là, le facteur qui permet de décider, dans le cas d'un tel sujet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le donne au fédéral ou plutôt à la compétence des entités fédérées? C'est le critère des affaires d'intérêt commun versus les affaires d'intérêt particulier qui est le critère. Si, sur un sujet donné, par exemple le commerce, l'ensemble des collectivités qui veulent s'unir ont des intérêts communs, elles confieront donc ce sujet à l'ordre fédéral et s'ils ont des intérêts particuliers, elles les confieront plutôt à l'ordre fédéré. Donc, première caractéristique, il faut qu'on retrouve un partage de la compétence législative. Deuxième critère, l'autonomie de chacun des paliers de gouvernement. Alors, autonomie, le sens étymologique d'autonomie, c'est autonomia, qui signifie tout simplement la capacité de se gouverner par ses propres normes. Dans un régime fédératif, chaque ordre de gouvernement doit être souverain, on peut dire autonome ou indépendant, dans ses domaines de juridiction. C'est-à-dire, en d'autres termes, donc non subordonné à l'autre palier de gouvernement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette autonomie des deux paliers de gouvernement qui permet de distinguer la fédération d'un État unitaire et la fédération également d'une confédération d'États. Parce que dans le cas d'un État unitaire, les organes décentralisés sont subordonnés à l'organe central, alors que dans le cas d'une confédération d'États, ce sera l'organe central qui sera subordonné aux entités, aux États membres. Alors qu'une fédération, chaque ordre de gouvernement doit être autonome. Autrement dit, les rapports qu'entretiennent l'ordre fédéral et l'ordre fédéré sont des rapports d'égalité. Troisième caractéristique, la suprématie de la Constitution. Alors, si on veut conserver, c'est une caractéristique qui est liée aux deux ordres, si on veut s'assurer que les deux ordres de gouvernement demeurent souverains dans leur champ de compétences, il faut que les règles qui prévoient le partage des compétences soient insérées dans la Constitution. Parce que la Constitution, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une loi fondamentale, évidemment, comme vous le savez, qui ne peut pas être modifiée par une simple loi. Parce que si le partage des compétences, évidemment, vous l'aurez compris, se retrouve dans une simple loi, bien alors, un ordre de gouvernement peut être tenté de tout simplement modifier le partage des compétences à son avantage et au détriment, donc, de l'autre palier de gouvernement. Alors, donc, suprématie de la Constitution et des règles du partage des compétences. Donc, ces règles, pour les modifier, il faut donc procéder à un amendement constitutionnel et ça permet d'avoir la garantie que les deux ordres de gouvernement conserveront une pleine autonomie. Deuxième chose, en ce qui a trait à la suprématie de la Constitution, il faut que les formules d'amendement à la Constitution soient elles-mêmes constitutionnalisées. Parce qu'encore une fois, si on constitutionnalise le partage des compétences, mais que les règles d'amendement ne sont pas elles-mêmes constitutionnalisées, ça voudrait dire qu'un Parlement pourrait modifier les formules d'amendement par simple loi en s'autorisant à modifier la Constitution d'une façon qu'il juge opportune. Alors ça, donc, ça permet que l'enchâssement des modifications, des procédures de modification constitutionnelle, encore là, protège l'autonomie des deux paliers de gouvernement. Quatrième caractéristique, et non la moindre, c'est la neutralité de l'arbitrage constitutionnel. C'est que quand vient le temps d'opérer un partage des compétences, alors bon, quelles sont les matières qui seront concédées au fédéral et lesquelles relèveront de la compétence des entités fédérées, ça peut se faire de façon quand même assez limpide, sur papier.
on énumère dans les articles de la Constitution, le fédéral est compétent sur telle matière et les provinces, dans notre cas, sont compétentes sur telle autre matière. Mais dans la vie, évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que ça peut l'être sur papier. Alors, lorsque vient le temps d'appliquer le partage des compétences, souvent, la vie en société est beaucoup plus complexe et il y a souvent des chevauchements entre les différentes matières de compétences. D'où l'importance du rôle joué par le tribunal qui sera appelé à trancher les litiges en ce qui a trait aux règles du partage des compétences. Alors, de façon générale, les textes constitutionnels sont toujours écrits en termes larges. Si on compare le texte, par exemple, de la Charte canadienne avec une loi fiscale, chacun a droit à la liberté d'expression. Point. Mais encore, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression, qu'est-ce que ça couvre, etc., alors qu'une loi fiscale sera beaucoup plus détaillée. Alors, je prends cet exemple-là pour illustrer que, de façon générale, en matière constitutionnelle, il y a beaucoup de place à interprétation. Donc, de qui relève ce rôle d'interpréter la Constitution et de l'appliquer, ce sont les tribunaux. Donc, de façon générale, en matière constitutionnelle. Mais lorsque cet arbitre, en régime fédératif, non seulement doit appliquer les chartes, par exemple, et tout, mais doit appliquer en plus le partage des compétences, il est essentiel que cette institution judiciaire ait certaines garanties de neutralité. Qu'est-ce que j'entends par garantie de neutralité? Je ne réfère pas tant à la neutralité de chacun des juges. On présume évidemment que les juges, lorsqu'ils tranchent les litiges, de façon générale, en matière de partage des compétences, qu'ils sont impartials et qu'ils jugent en droit et non en fonction uniquement de leurs convictions politiques. Mais, donc, je réfère plutôt davantage à l'institution elle-même et en particulier au processus de nomination de ces juges qui seront appelés à trancher en matière de partage des compétences. Normalement, en régime fédératif, les deux ordres de gouvernement devraient participer, d'une façon ou d'une autre, au processus de nomination des juges, en particulier ceux qui jugent en dernier ressort, dans notre cas ici, donc, les juges de la Cour suprême du Canada. Alors, lorsque les deux ordres de gouvernement participent à ce processus de nomination, ça garantit d'une certaine façon, du moins une apparence de partialité. Et en matière d'administration de la justice, souvent, c'est pas tant l'impartialité elle-même qui compte, mais bien l'apparence d'impartialité, parce que s'il n'y a plus d'apparence d'impartialité, les citoyens n'auront plus confiance dans le système de justice. Donc, participation, donc, si possible, des deux ordres de gouvernement au processus de nomination. Donc, en résumé, l'État fédératif est donc un État au sein duquel il y a donc un partage de la fonction législative, donc du pouvoir d'adopter des lois, entre deux ordres de gouvernement qui sont autonomes, chacun dans leur matière de compétences, en d'autres termes non subordonnés l'un à l'autre. Ce partage des compétences doit être enchâssé dans une constitution qui soit à l'abri d'une modification unilatérale de l'une ou l'autre des parties. Et finalement, il doit y avoir une institution qui présente certaines garanties de neutralité, qui sera habilitée à trancher les litiges en matière de partage des compétences. Alors, une fois qu'on a identifié certaines caractéristiques et qu'on dit, bon, par exemple, on prend le texte constitutionnel d'un État, si on se pose la question est-ce que je suis en présence d'un État fédératif, on examine en gros les 4 caractéristiques dont je viens de parler. Dans l'hypothèse où on conclut qu'on est, oui, bel et bien en présence d'une fédération, il sera toujours possible ensuite d'essayer de voir si on est en présence d'une fédération plutôt centralisée ou une fédération plutôt décentralisée. Alors là, il y a d'autres caractéristiques qu'on pourrait examiner. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on pourrait examiner à l'aide, par exemple, est-ce que les entités fédérées ont des pouvoirs à l'étranger, des pouvoirs extérieurs, par exemple, etc. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, le fédéralisme, c'est un principe qui est souple. Si les 4 caractéristiques que je vous ai énumérées sont respectées, ensuite, libre aux collectivités d'imaginer et faire preuve d'une grande créativité et de concevoir un régime fédératif, oui, mais un régime plutôt centralisé ou décentralisé, de façon à faire coller, à faire correspondre la structure politique et juridique à la donne des collectivités que cette Constitution est appelée à régir, ou la donne économique, la donne culturelle, la donne politique, la donne sociale.
Et je dirais qu'il n'y a pas d'a priori en ce qui a trait au caractère préférable d'une plus ou moins grande centralisation ou décentralisation en régime fédératif. En d'autres termes, je ne pense pas qu'on puisse prendre pour acquis qu'une fédération plutôt décentralisée est préférable qu'une fédération plutôt centralisée. Il n'y a pas donc d'a priori là-dessus. Ce qu'il faut plutôt examiner, c'est est-ce que l'arrangement constitutionnel fédératif en question correspond aux besoins ressentis par la collectivité précise, et chaque collectivité a des caractéristiques particulières. Raison pour laquelle, par exemple, la Fédération américaine est une fédération plutôt centralisée, mais que cette relative centralisation de la Fédération américaine, jusqu'à présent, ça pourra changer dans les prochaines décennies, ça commence déjà à changer en raison de certains États du Sud qui sont majoritairement hispanophones, mais pour l'instant, il n'y a pas de critique très franche de cette nature plutôt centralisée de la Fédération américaine, pardon. C'est pas le cas de la Fédération canadienne, on y viendra dans quelques secondes. Alors, pourquoi il n'y a pas de revendication des États américains, jusqu'à présent, je dis encore, en faveur d'une plus grande décentralisation? C'est parce que les Américains ont développé une très forte identité commune envers les États-Unis dans son entier. Et qui est le représentant politique américain des États-Unis dans son entier? C'est le gouvernement fédéral et le Parlement fédéral. Donc oui, alors on pourrait conclure que cette nature plutôt centralisée de la Fédération canadienne correspond aux désirs, aux besoins ressentis jusqu'à présent de la collectivité américaine. Deuxième partie, donc, le régime fédératif canadien et l'identité nationale québécoise. Je ne sais pas si vous avez eu... oui, d'accord, vous avez le plan. Alors, comme le plan l'indique, je vais d'abord retracer très brièvement les origines historiques de la Fédération canadienne. Le droit constitutionnel, c'est évidemment un domaine parmi d'autres, mais pour ma part, le droit, n'importe quel type de droit, mais particulièrement le droit constitutionnel, ne doit pas, je crois, s'analyser en vase clos, parce que le droit n'est pas une fin en soi. Hein. Le droit sert des fins qui sont externes au droit. Et en matière constitutionnelle, c'est la même chose. Pour voir si une constitution doit être changée, doit être modifiée, ben c'est en regardant est-ce que ce droit est bien conçu pour répondre à une réalité qui est externe au droit, une réalité culturelle, sociale, économique, etc. Donc, d'où je trouve l'importance de revenir aux origines historiques de la Fédération canadienne. Alors, brièvement, quels ont été les facteurs d'union et de séparation qui ont été présents au sein des 4 colonies originaires, c'est-à-dire Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, qui ont milité donc en faveur de l'adoption au Canada d'une fédération plutôt que d'un régime unitaire. Parmi les facteurs qui poussaient à une certaine union, et qui sont souvent présents au sein de d'autres fédérations, je l'ai mentionné, d'abord le problème général de la défense des colonies. Alors, à l'époque, c'est-à-dire donc dans les années 1860, on craignait au Canada une annexion aux États-Unis, des suites de la guerre de sécession. Et cette crainte d'annexion aux États-Unis, qui était fondée ou non, peu importe, cette crainte existait bel et bien et on la retrouve dans les débats qu'ont eu les parlementaires devant le Canada, le Parlement du Canada uni en 1865, s'ajoute également la crainte, c'est-à-dire le retrait des forces britanniques, le retrait graduel des colonies des forces britanniques. Alors, les citoyens des 4 colonies, donc, craignaient et une annexion par les Américains et en même temps se voyaient dépourvus de défense militaire effective en raison du retrait des forces militaires britanniques. Donc, problème militaire. Deuxième facteur qui poussait à une certaine union des colonies est le facteur économique. Alors, les contre-coups de la guerre civile aux États-Unis avaient engendré une dépression économique ici au sein des colonies et on désirait donc créer un marché commun et opérer une suppression des barrières tarifaires entre les différentes colonies. Et si on lit la loi constitutionnelle de 1867, qui a fait naître la Fédération canadienne, et si on lit les matières, les sujets de compétences qui ont été donnés à la compétence du Parlement fédéral, on se rend compte que, de façon générale, évidemment il y a des exceptions, mais que de façon générale, ce sont des sujets qui ont trait à l'aspect militaire, de la défense du pays, et également des matières qui ont trait à la question économique.
Alors, ça se reflète donc ce désir, ces facteurs d'union dans le texte même de la Constitution et dans le partage des compétences. Maintenant, les facteurs ségrégatifs, on le sait, s'il y avait eu juste des facteurs qui poussaient à une union, on aurait un État unitaire au Canada. On a une fédération parce que oui, il y avait des facteurs d'union et des facteurs de séparation. S'il y avait eu juste des facteurs de séparation, on serait resté 4 colonies séparées. Alors, quels étaient les facteurs qui poussaient à une certaine séparation? Bien, d'abord, chacune des colonies originaires avait déjà une longue histoire politique et juridique, et ces colonies désiraient, oui, s'unir avec les autres colonies, mais sans complètement renoncer à leur identité politique distincte. Il y avait également un certain isolement géographique des colonies maritimes, ce qui militait aussi en faveur de l'adoption d'une fédération plutôt qu'un État unitaire. Mais si on devait en pointer un du doigt, celui qui a eu le plus grand impact, c'est véritablement la présence sur le territoire québécois d'un groupe majoritaire, d'un groupe national différent, qui était donc solidement installé en Amérique depuis plus de 2 siècles et qui désirait conserver et développer une certaine autonomie politique. Quand on lit les débats qui ont eu lieu devant le Parlement du Canada uni, parce qu'on se rappelle qu'avant qu'on ait une fédération au Canada, il y avait un régime d'union des colonies de l'Ontario et du Québec, et donc il y avait un seul Parlement. Et en 1865, il y a eu beaucoup de débats, évidemment, sur le projet de fédération. Et lorsqu'on lit ces débats, on voit que très clairement, plusieurs représentants politiques canadiens anglais des autres colonies auraient préféré l'adoption au Canada d'un régime unitaire, notamment John A. Macdonald. Mais, et ça ressort également des débats, ils se sont très vite rendus compte que jamais le Québec n'accepterait de s'unir au sein d'un Parlement uni. Pourquoi? Parce que si on avait adopté un État unitaire, il y aurait donc eu un seul Parlement qui aurait été compétent sur toutes les matières de législation, et quel aurait été le principe pour savoir combien de députés l'Ontario, le Québec, etc. auraient? C'est le principe de la représentation proportionnelle à la population, ce qui aurait donc consacré de façon définitive, à moins que la donne démographique ait changé, mais ça aurait consacré à cette époque la minorisation des Québécois au sein d'un Parlement uni compétent sur toutes les matières. Alors, c'est vraiment la perspective d'un État provincial à qui serait confiée en exclusivité la compétence de légiférer relativement à toutes les matières liées à son identité culturelle propre qui amenèrent les représentants politiques du Québec de l'époque ou du Canada-Est, qu'on appelait, étant donné que c'était un Canada uni, à accepter et à adhérer à cette entente proposée en 1867. Alors, la façon dont c'était présenté beaucoup lorsqu'on lit les journaux de l'époque, et c'est ce qui ressort également des débats de 1867, c'est qu'on présentait aux Québécois cette fédération comme étant la création d'une nouvelle nation canadienne. C'est nécessaire, sinon c'est pas possible de créer une fédération. Il faut qu'il y ait une identité commune qui naisse. Sinon, c'est pas susceptible de créer un pays très très fort. Donc, on savait et on voulait donc créer cette nouvelle nation canadienne, mais on disait que la nation québécoise serait donc une nation dans la nation canadienne. Et tous les journaux de l'époque, et de même que les débats, c'est cette conception qui ressort des écrits historiques. Alors, la Fédération canadienne, dommage, ça m'enlève mon beau décor. La Fédération canadienne, donc créée en 1867, est la résultante d'une négociation politique poursuivie de bonne foi entre les représentants politiques du Canada-Est, Québec, Canada-Ouest, Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Et, comme dans toute entente, il y a des compromis, il y a des concessions mutuelles, et cette entente a donc été couchée dans la loi constitutionnelle de 1867 qui a donc opéré la naissance de la Fédération canadienne. Et comme on vient de voir, cette entente comportait de façon indéniable une forte dimension identitaire. C'est, encore une fois, je le répète, la présence au sein de ces 4 colonies de 2 groupes nationaux
c'est difficile on peut parler peut-être de nation, ou du moins de communes, de collectivités québécoises à l'époque. L'Ontario ne partageait pas nécessairement une identité commune avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, mais il y avait quand même deux communautés culturelles différentes sur le territoire de ces 4 colonies, et cette dimension identitaire était très présente dans les débats, donc dans l'esprit de l'adoption de la Constitution de 1867. La lettre du régime, maintenant. Alors, il y a eu une entente, on a un papier, une entente signée, c'est la loi constitutionnelle de 1867. Lorsqu'on analyse la lettre de la loi de 1867, on remarque que cette loi, le régime créé en 1867, respectait l'essence des préoccupations identitaires de la nation québécoise de l'époque. Son autonomie acquérait un statut constitutionnel, fédération dit statut des provinces qui était prévu dans la Constitution, avec des pouvoirs prévus dans la Constitution. Donc, son autonomie acquérait un statut constitutionnel, et cette autonomie s'étendait à toutes les matières jugées à cette époque, jugées essentielles à la survie et à l'épanouissement de l'identité culturelle particulière des Québécois. Quand je parle d'identité culturelle, j'entends le terme culture, le concept de culture, non pas au sens restreint, au sens, par exemple, du ministère de la Culture, c'est-à-dire les arts et les lettres, mais c'est au sens plus large, c'est-à-dire toute la façon de penser, d'agir et de vivre d'une société qui est caractérisée, qui est distincte de celle des autres. Donc, si on lit les matières de compétences des provinces, l'article 92 de la loi 1867 et 93, on se rend compte que toutes les matières qui étaient jugées essentielles, où finalement le Québec et les autres provinces aussi, mais particulièrement le Québec avait des intérêts particuliers, sont bel et bien de la compétence exclusive des provinces, donc notamment donc du Québec. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut affirmer que ce régime, et c'est toujours difficile avec nos yeux de contemporains, parfois c'est avec nos yeux de contemporains. Des fois, vous avez certainement déjà entendu dire, bon, Canada, on n'est même pas une fédération parce qu'au début, c'était tellement centralisé que finalement, c'est une fausse entente. On s'est fait berner, le Québec voulait une fédération, mais dans le fond, c'en est pas une si on lit la loi. Pour moi, ce n'est pas le cas. C'est sûr qu'avec nos yeux de contemporains, si on lit la loi de 1867, partage des compétences, on voit qu'il y a un pouvoir de désaveu du Parlement fédéral, du gouvernement fédéral sur les lois provinciales. Il y a certains éléments. Mais si on se transporte dans le contexte de l'époque, ces éléments-là, le pouvoir de désaveu existait avant. On était des colonies et c'était le gouvernement impérial qui avait le pouvoir de désavouer les lois coloniales. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, on a calqué, finalement, on a pris ce pouvoir de désaveu-là, qui était en faveur du Parlement britannique en regard des lois coloniales, puis on l'a réinséré dans la loi de 1867. Alors évidemment, donc, comme je disais, pour moi, la fédération de 1867 est bel et bien une fédération. Là, je n'entre pas dans le débat. Est-ce que c'est une fédération plutôt centralisée ou plutôt décentralisée? Pour moi, elle n'était pas si centralisée qu'on a bien voulu le croire, mais on s'entend, en tout cas, peut-être qu'on s'entend pas, on verra tout à l'heure, mais pour moi, il s'agissait bel et bien d'une fédération dans toutes ses acceptions juridiques. Maintenant, quelle a été l'évolution de ce régime fédératif originaire en regard, donc, toujours de la question identitaire québécoise? Autrement dit, est-ce que ce régime a évolué de façon à permettre, dans le contexte contemporain, la survie et la protection de l'identité culturelle québécoise? Un texte constitutionnel peut évoluer de différentes façons. Première façon qu'on connaît, qui est disons, la plus évidente, c'est par le biais de modifications constitutionnelles. On veut modifier le texte constitutionnel, on regarde quelle formule il faut faire, est-ce que c'est l'accord de toutes les provinces ou est-ce que c'est l'accord d'un certain nombre, etc., et on modifie le texte. Deuxième façon, c'est par le biais de l'interprétation des tribunaux. Or, au Canada, on le sait, il est très difficile d'en venir à des modifications constitutionnelles. Pour deux raisons. D'abord, pour une raison juridique, les formules d'amendement que nous avons adoptées en 1982
sont très exigeantes. Dans certains cas, il faut l'unanimité de toutes les provinces et du fédéral, et maintenant, par une loi, il faut également l'accord pour certains sujets des territoires. Pour d'autres sujets, il faut l'accord de 7 provinces représentant 50 de la population canadienne et du fédéral. Bon, donc première raison, une raison juridique, mais également et surtout, à mon avis, une raison politique. C'est qu'il est difficile au Canada d'en venir à un accord sur ce que devrait être, sur l'avenir de la Fédération canadienne. Alors, il y a donc deux visions qui existent au Canada sur l'avenir de la Fédération canadienne. Une vision, et là je parle de façon vraiment très générale, de façon générale, les provinces canadiennes anglaises sont plutôt en faveur d'une relative centralisation des pouvoirs et du principe d'égalité des provinces, alors que de façon générale, les Québécois sont plutôt en faveur d'une certaine décentralisation au sein de la Fédération canadienne, si ce n'est pas pour toutes les provinces parce qu'elles ne le veulent pas, du moins dans son cas, donc l'adoption, autrement dit, d'un fédéralisme asymétrique. Donc, très difficile de modifier le texte constitutionnel. Qui, maintenant, donc, doit le modifier, parce qu'il faut qu'il évolue, le texte constitutionnel. Il y a des choses, si vous les pouvez, à un moment donné, vous irez lire la loi constitutionnelle de 1867, il y a des choses qui sont tout à fait dépassées. Par exemple, on ne prévoyait pas qui avait la compétence de légiférer en matière de communication. En 1867, on ne pensait pas un jour que les parlements devraient légiférer en matière de communication. Tout ce qu'on prévoit, c'est les télégraphes. Bon, alors, ça pour dire que, donc, c'est les tribunaux qui font évoluer le texte constitutionnel. Comment? Ben, c'est litige par litige. À chaque fois qu'ils sont saisis d'un problème, quelqu'un invoque le fait que la loi fédérale en vertu de laquelle il est poursuivi est inconstitutionnelle parce qu'elle porte sur une matière qui relevait de la compétence des provinces. Bon, alors là, les tribunaux doivent trancher le litige. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils doivent interpréter le texte constitutionnel par le biais du principe d'interprétation évolutive. Alors, les tribunaux, la Cour suprême l'a dit, il faut faire évoluer le texte constitutionnel. Alors, jusqu'en 1949, donc de 1867 à 1949, c'était le comité judiciaire du Conseil privé de Londres qui était le dernier tribunal d'appel en matière canadienne. Évidemment, on était encore des colonies à l'époque. La Cour suprême existait depuis 1875, mais il était possible, si on n'était pas heureux d'une décision rendue par la Cour suprême, il était possible jusqu'en 1949 d'en appeler de cette décision au comité judiciaire du Conseil privé de Londres, donc qui était le dernier tribunal. Quel a été, je pourrais m'étendre beaucoup, d'ailleurs, quelle a été, OK, je vais accélérer. Quel a été, en gros, si on devait tracer un portrait global de la jurisprudence, ça c'est l'ensemble des décisions des tribunaux, quelle était donc cette jurisprudence du comité judiciaire en matière de partage des compétences? Lorsqu'on analyse les décisions sur le partage des compétences, on se rend compte que le comité judiciaire a pris très au sérieux le fait que les Canadiens avaient opté pour un régime fédératif et non pas un État unitaire. Alors, le comité judiciaire a dit, dans le préambule de votre loi 1867, vous avez écrit que vous vouliez former une fédération, une union fédérale, pour employer les termes exacts. Or, si vous êtes une fédération, ça implique un certain nombre de choses au niveau du droit, notamment l'autonomie des paliers de gouvernement dans ces champs, de chacun des paliers de gouvernement dans ses champs de compétences. Alors, le comité judiciaire a été très soucieux dans la façon dont il avait de trancher les litiges. Oui, il a fait évoluer le texte constitutionnel, mais il avait toujours en mémoire cette idée que je dois faire évoluer le texte constitutionnel, mais en maintenant un équilibre entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux, de façon à assurer que chacun des paliers de gouvernement demeure autonome dans ses champs de compétences. Je saute tout de suite à la Cour suprême du Canada. Alors, en 1949, il était tout à fait normal que le Canada, devenant de façon progressive un État souverain, pleinement souverain, soit souverain aussi en matière judiciaire. Alors là, on a aboli les appels au comité judiciaire du Conseil privé en 1949, et donc, à partir de ce moment, la Cour suprême du Canada est devenue le dernier tribunal d'appel en matière canadienne. Au niveau institutionnel, la Cour suprême du Canada présente certains problèmes en regard de cette apparence de neutralité dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme vous le savez fort probablement, les 9 juges de la Cour suprême sont nommés de façon unilatérale par le gouvernement fédéral, ce qui crée une certaine apparence de partialité
Et là, je veux bien être comprise par vous et par la caméra. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause l'impartialité individuelle des juges, mais institutionnellement parlant, ça pose, cette Cour suprême, certains problèmes en matière, au niveau du principe fédératif. Parce qu'en matière de partage des compétences, le fédéral, étant donné qu'il nomme tous les membres de la Cour suprême, il est, d'une certaine façon, juge dans sa propre cause. Lorsque c'est sa propre loi qui est contestée et que les membres de la Cour suprême doivent trancher si sa loi est inconstitutionnelle ou pas, bon, ça crée donc une apparence de partialité. Donc, tant à ce qui a trait au grand principe de mise en œuvre du partage des compétences, pouvoir de dépenser, je reviens dans 30 secondes si j'ai le temps, on note donc que la Cour suprême permet de plus en plus au fédéral d'intervenir dans des champs de compétences qui relèvent par ailleurs des provinces en vertu du texte constitutionnel. Je saute le renvoi sur les congés parentaux. Je voulais en traiter à titre d'exemple. Peut-être que j'aurai le temps d'y revenir pendant la période de questions. C'est un jugement très intéressant parce que, je ne peux pas m'en empêcher, la Cour suprême, dans ça, je parle pas tant des articles là, qui étaient pertinents, mais a une phrase très révélatrice sur le fédéralisme. Elle dit clairement, le fédéralisme est une notion politique plutôt que juridique, et le maintien de l'équilibre entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux relève avant tout des gouvernements. Alors, la Cour suprême, dans une phrase qui peut paraître inaperçue, renonce à son propre rôle d'arbitre du partage des compétences et dit, écoutez, le fédéralisme, ça varie d'une personne à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est une notion politique et non juridique. Excusez-moi, je ne sais pas si je vais passer là-dessus. Donc, ça illustre une absence de théorie du fédéralisme là, dans la jurisprudence de la Cour suprême. Je fais une illustration de ce que je viens de dire par le biais du pouvoir fédéral de dépenser. Je l'ai choisi parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est très d'actualité. Et c'est, je vous dirais, l'outil d'intervention le plus puissant en faveur de la centralisation des pouvoirs au Canada en ce moment. Qu'est-ce que c'est le pouvoir de dépenser? C'est la faculté que possède un ordre de gouvernement, que ce soit le fédéral ou les provinces, la faculté qu'a cet ordre de gouvernement de dépenser de l'argent dans des matières qui ne relèvent pas de sa compétence, mais dans des matières qui relèvent de la compétence de l'autre ordre de gouvernement. Les provinces et le fédéral ont ce pouvoir. Pourquoi? Parce que la Cour juge que le fait de dépenser, ce n'est pas un acte normatif. Autrement dit, l'État, lorsqu'il dépense de l'argent, il ne fait pas quelque chose qui lui est propre. Vous et moi, on peut dépenser. L'État peut dépenser. Vous et moi, on peut être propriétaire. L'État peut être propriétaire. Alors, quand l'État agit, pose des actes que vous et moi, on pourrait poser, on présume qu'il ne pose pas d'actes normatifs. Parce que quand il fait des normes, quand il adopte des lois, il adopte des règlements, ça, il fait quelque chose qui lui est propre. Hein, vous et moi, on ne peut pas décider d'adopter une loi, là, une norme comme ça, qui s'imposerait là, à l'ensemble d'un groupe. Donc, là, les provinces n'ont pas le droit de légiférer en matière fédérale, et vice-versa, le fédéral n'a pas le droit de légiférer en matière provinciale, mais l'un et l'autre ont le droit de dépenser de l'argent dans les matières qui relèvent de l'autorité du gouvernement. Le problème est le suivant, c'est que normalement, en régime fédératif, si on veut qu'il y ait une véritable autonomie des deux paliers de gouvernement dans l'exercice de leurs compétences, il faut qu'il y ait aussi une certaine autonomie financière. Parce que si un palier de gouvernement n'a pas l'argent nécessaire pour assumer ses responsabilités constitutionnelles, ben là, ça va être l'autre palier de gouvernement qui va venir s'occuper de ses propres responsabilités. Bon. Le problème s'est posé. Au départ, chacun des ordres de gouvernement avait des pouvoirs dans la Constitution, et ils les ont toujours d'ailleurs, de percevoir de l'argent. Et on sait qu'aujourd'hui, les plus grosses sources de revenus, ce sont les impôts sur le revenu des particuliers et des corporations. Les deux paliers de gouvernement ont le pouvoir de lever des impôts. Alors, il faut donc qu'ils se parlent. Parce qu'évidemment que vous et moi, on a une capacité financière de payer limitée. Si les deux paliers de gouvernement ne se parlent pas et l'un et l'autre augmentent ces impôts, à un moment donné, vous et moi, comme citoyens, on ne sera plus capable de payer. Alors moi, je compare ça à une tarte, la capacité financière de payer totale du contribuable, et il faut donc que les deux paliers de gouvernement se parlent pour dire, ben, bon, toi, tu as besoin de temps, moi, j'ai besoin de temps, donc on va se séparer cette assiette fiscale.
À la faveur de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné qu'on était en guerre, le fédéral a convaincu les provinces de lui céder tout le champ de l'impôt sur le revenu des particuliers et des corporations, de façon temporaire, parce qu'on était en situation d'urgence en raison de la guerre. Les provinces ont accepté en échange de transferts inconditionnels d'argent. À la même époque, on assiste à une augmentation fulgurante du coût des responsabilités provinciales. En 1867, l'éducation, la santé et les services sociaux, qui sont des compétences provinciales, ne coûtaient pas cher à l'État. C'était les congrégations religieuses, les œuvres de charité privées qui s'en occupaient beaucoup plus. Alors, l'avènement d'État-providence a fait en sorte que les matières aujourd'hui qui coûtent le plus cher à l'État sont des matières de compétences provinciales. Alors, deux facteurs, centralisation des pouvoirs fiscaux à la faveur de la guerre, jumelé à une augmentation fulgurante du coût des responsabilités provinciales, ce qui a engendré évidemment le fameux déséquilibre fiscal dont on entend sans cesse parler depuis quelques années du moins. Ce qui fait ce déséquilibre, c'est le déséquilibre entre les revenus par rapport au coût des responsabilités. Alors, les provinces n'ont pas assez d'argent pour s'occuper de leur matière, de compétences qui coûtent extrêmement cher, et le fédéral a trop d'argent par rapport à ce dont il a besoin pour s'occuper de ses propres matières. Donc, c'est la naissance du pouvoir de dépenser. Qu'est-ce que fait le fédéral avec ses surplus dont il n'a pas besoin pour administrer ses propres responsabilités? Il les dépense dans des matières provinciales. Si ces dépenses étaient inconditionnelles, ce sera moindre mal, bien que ce soit moins compliqué. Plutôt que l'argent aille au fédéral puis nous revienne après, on pourrait se rediviser autrement la fameuse assiette fiscale, mais c'est un moindre mal. Le problème, c'est que souvent les dépenses fédérales sont conditionnelles. C'est-à-dire que le fédéral dit, si vous voulez mon argent, or les provinces ont plus ou moins le choix de l'accepter, vous devez, dans votre loi, moi je ne peux pas légiférer en matière d'éducation, c'est votre compétence, mais si vous voulez avoir l'argent, vous devez, vous, dans votre loi, respecter telle et telle condition, telle et telle norme. Alors, c'est un peu de faire indirectement ce qui n'est pas permis directement, c'est-à-dire donc de légiférer de façon indirecte en matière provinciale. Voilà. Qu'est-ce que je saute? Ah oui, là on dit, pourquoi le fédéral tient-il autant à dépenser en matière provinciale? Quelles sont les matières où il est politiquement populaire de dépenser? Est-ce que c'est en matière militaire, bien que là, on en avait peut-être besoin dans une certaine mesure, mais bref, est-ce que c'est en matière militaire et en matière de commerce international ou c'est pas plutôt en matière d'éducation, de santé et de services sociaux? Alors, pour le fédéral, de pouvoir dépenser dans des matières comme l'éducation, la santé et les services sociaux, qui sont des matières qui touchent de très près les citoyens, ça lui permet de se présenter comme étant l'ordre de gouvernement qui, lui, est proche des besoins des citoyens. Alors, ces dépenses dans des matières politiquement populaires, où il est politiquement populaire de dépenser, participe à une plus forte identité canadienne. Parce que les citoyens identifieront le palier de gouvernement fédéral comme étant le palier de gouvernement qui sait, lui, où il faut dépenser, où il est important de dépenser. Donc, les citoyens seront plus susceptibles de développer un sentiment d'appartenance fort envers ce palier de gouvernement. Le problème, c'est que c'est tout à fait légitime, je l'ai dit. Une fédération implique la création d'une nouvelle identité commune. C'est essentiel. Le problème, c'est que quand le fédéral dépense dans ces matières provinciales-là, il dépense dans des matières sur lesquelles le Québec a voulu se réserver une juridiction exclusive précisément pour des questions identitaires. Donc, le choc ici de deux visions. On parle de 1982 dans la période de questions, si ça vous intéresse. Alors, j'en viens à ma conclusion. Donc, une centralisation progressive de la Fédération canadienne, centralisation progressive qui, de façon générale, et je dis bien de façon générale, ne semble pas créer de gros remous dans les autres provinces canadiennes majoritairement anglophones. Je dis bien en général, Terre-Neuve aimerait bien avoir plus de compétences en matière de pêche. L'Alberta aimerait bien avoir plus de compétences en matière de ressources naturelles. On peut comprendre. Mais seule la province du Québec milite, et ce, tout parti politique confondu au Québec, et ça depuis Duplessis, milite en faveur d'une plus grande décentralisation de la Fédération canadienne.
Pourquoi, de façon générale, ailleurs au Canada, on ne s'oppose pas à la centralisation des pouvoirs? C'est que les autres Canadiens ont développé une très forte identité commune canadienne. Les Albertains se sentent Albertains aussi, particulièrement en Alberta, c'est l'exemple. Évidemment, les gens du Nouveau-Brunswick ont une identité aussi. Mais dans les sondages et dans les statistiques, si on leur demande quel est le palier de gouvernement auquel ils se sentent un plus grand sentiment d'appartenance, envers qui ils ont un plus grand sentiment d'appartenance, c'est le palier de gouvernement fédéral. Alors, le partage d'une langue commune, il est pour quelque chose. Hein? Et c'est très légitime et c'est tout à fait normal. Ils ont développé une forte identité commune canadienne. Donc, que le fédéral s'occupe d'un plus grand nombre de sujets ne pose pas problème en soi. Le problème, c'est que le Québec, lui, les Québécois, de façon générale, encore une fois, ont une identité commune, ont une identité canadienne, évidemment, mais ont aussi, en plus de cette identité canadienne, une identité québécoise assez forte, et voudraient que cette double identité se reflète dans la structure constitutionnelle. Et la façon de la refléter, c'est d'en revenir à une plus grande décentralisation du pouvoir, du moins en sa faveur, si les autres en veulent pas. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Bien, la solution aujourd'hui, ça pourrait très bien être un fédéralisme asymétrique. Et un fédéralisme asymétrique permettrait de répondre aux deux désirs opposés, finalement, qu'on peut dénoter, deux visions contraires du Canada qui sont présentes actuellement. Si les autres provinces veulent fonctionner de façon plus concertée, davantage ensemble, c'est tout à fait légitime. Et le Parlement fédéral peut très bien légiférer davantage dans certaines matières, pour eux. Mais, si le Québec ne veut pas de cette centralisation de pouvoir, on pourrait tout simplement prévoir un statut différencié pour le Québec, pas parce qu'il mérite, pas par mérite, pas parce qu'il est meilleur, tout simplement parce que c'est le besoin qui est manifesté par la très grande majorité de la population en faveur d'une décentralisation des pouvoirs. Alors maintenant, cette solution qui est tout à fait possible juridiquement est politiquement. Et peut-être qu'on pourra en parler justement pendant la période de questions. Dans sa question, est-ce que cette solution de fédéralisme asymétrique est possible politiquement? Je ne sais pas si je vais vous dire. Ben, cette solution se heurte à un principe bien simple, qui n'est pas un principe prévu dans la Constitution, mais qui est entré dans la culture politique canadienne, c'est ce principe d'égalité des provinces. Mais d'égalité comprise au sens d'identité de traitement. Vous et moi, si on veut être égal, il faut qu'on soit traité de façon identique. Or, en matière d'égalité individuelle, ça fait très longtemps que la Cour suprême du Canada a statué la chose suivante, énoncé la chose suivante, c'est que en matière d'égalité, souvent c'est le contraire. C'est le traitement identique qui est susceptible d'engendrer des inégalités. Un exemple très simple, une loi dit vous n'avez pas le droit, vous devez travailler le samedi. Tout le monde est soumis à la même loi, c'est égal. Le problème, c'est quelqu'un qui, en vertu de sa religion, ne peut pas travailler le samedi. Le traitement identique est source d'inégalité. Et en matière collective, pour moi, c'est la même chose. L'égalité des provinces ne doit pas être entendue au sens formel, c'est-à-dire une égalité qui signifie identité de traitement, mais bien plutôt, parfois, c'est le contraire. Ça va être l'inégalité de traitement, la différence de traitement qui sera beaucoup plus source d'égalité, du moins d'égalité au sens du respect des désirs des collectivités qui sont présentes au sein de la Fédération canadienne. Alors, c'est ça. Si cette solution du fédéralisme asymétrique n'est pas possible, quelles sont les autres solutions? Je termine sur une question. Merci beaucoup, fort agréable. Alors, maintenant, c'est la période de questions. Alors, je ne sais pas quelle personne se sent à l'aise de se lancer dans le bain et donc de répondre un peu à la question. Est-ce que le fédéralisme asymétrique, oui? Moi, c'est juste peut-être une petite précision. Je suis pas tellement ferré dans tout ça, mais ça m'a très intéressé. Quand vous disiez qu'à un moment donné, à cause de la guerre, le palier, l'ordre fédéral a rapatrié les points d'impôt, tout ça. Pourquoi est-ce que c'était pas prévu que ça allait être retransféré aux provinces à un moment donné? C'était effectivement prévu, que c'était temporaire. Mais à la fin de la guerre, le fédéral a proposé, et dans la mesure où les autres acceptent une proposition, alors le fédéral a proposé aux provinces, donc, de demeurer dans ce champ supplémentaire, mais il a quand même,
il a gardé la grande part de la fameuse portion supplémentaire qu'il s'est pris, mais il y a eu quand même certains accords de points de location de points d'impôt qu'on appelle, et le Québec a quand même, dans ce cadre-là, parce que le Québec s'y opposait là, à ce caractère permanent, si vous voulez, de la centralisation, alors le Québec a quand même, à la faveur de la fin de la guerre, récupéré une certaine part de cette part supplémentaire qui avait été octroyée au fédéral. Mais donc, il reste qu'aujourd'hui, cette portion ne semble pas permettre au Québec et aux autres provinces, d'ailleurs, qui elles aussi sont pas d'accord sur les provinces ne sont pas d'accord sur les solutions. On l'a vu au dernier Conseil de la Fédération, la dernière réunion du Conseil de la Fédération, mais il reste que les provinces en général s'entendent pour dire que les provinces manquent d'argent par rapport au fédéral qui engrange beaucoup de surplus. Autre question. Pardon. C'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce que Québec pourrait pas, par exemple, prenons un exemple concret, ce qui est les bourses du millénaire, il pourrait pas emmener le fédéral en cours pour dire c'est pas vos champs de compétences, c'est gagné comme ça? C'est une très bonne question. Parce que la Cour suprême n'a pas encore eu l'occasion de décider et de trancher un litige directement sur cette question-là du pouvoir fédéral de dépenser. Il existe à peu près, je dirais, 4 décisions là, dans lesquelles la Cour traite du pouvoir fédéral de dépenser de façon conditionnelle, parce qu'on l'a vu, quand le fédéral donne un chèque en blanc aux provinces, c'est pas tant ça qui mine l'autonomie des provinces. C'est quand le fédéral dit « je donne le chèque à condition que vous respectiez certaines normes en matière d'éducation, etc. » Alors, c'est ce qu'on appelle des obitaires dictum, c'est que dans un jugement, on a des passages du jugement qui sont essentiels à la solution du litige. Mais parfois, et surtout la Cour suprême aime bien disserter. La Cour suprême produit des jugements très volumineux et aime bien disserter sur différents sujets. Et dans le cadre de ces dissertations-là, elle va émettre certaines opinions qui ne sont pas essentielles à la solution du litige qui est devant elle, mais qui ont quand même une portée importante, parce que c'est quand même la Cour suprême qui dit quelque chose, là. Or, dans certains obitaires dictum, la Cour suprême laisse clairement entendre que pour elle, une dépense, même lorsqu'elle est conditionnelle, n'est pas inconstitutionnelle. Parce que la Cour dit quand même, écoutez, dépenser, même conditionnellement, ce n'est pas normé. Or, ce que partage la Constitution, c'est le pouvoir de normer. Et dans l'arrêt Houghton, qui est un arrêt très récent, là, on a un obitaire dictum qui est le plus long et le plus révélateur. J'ai le passage, mais bref, la Cour suprême dit la loi canadienne sur la santé, mais c'était pas un litige de partage des compétences, mais la Cour dit quand même dans un obitaire qui n'était pas du tout nécessaire, qui est dans une annexe, mais elle réfère, la question se pose, est-ce que l'annexe fait partie du jugement? Bon, on peut conclure que oui, parce qu'elle réfère à l'annexe dans son jugement. Alors, autrement dit, l'annexe a la même valeur que ce qui serait écrit dans le jugement. Et la Cour dit, la loi canadienne sur la santé est fondée sur le pouvoir fédéral de dépenser, et en vertu de ce pouvoir, le fédéral peut imposer des normes. Point. Alors, mais la porte est toujours ouverte, formellement. Les chances, à mon avis, sont minces que la Cour suprême, demain matin, dise que toutes les dépenses conditionnelles du fédéral depuis les années 50 sont inconstitutionnelles. Ce serait très surprenant, mais je pense qu'il serait peut-être à propos, et en tout cas, c'est certainement quelque chose qui se discute au niveau du gouvernement québécois, d'attendre l'occasion de poser la question aux tribunaux, puis même si le litige ne se présenterait pas, le gouvernement provincial pourrait, par renvoi à la Cour d'appel, tout simplement poser une question. C'est une faculté qu'ont les gouvernements de dire « je me pose cette question, je demande à la Cour ». Oui, moi, on ne peut pas faire ça si on n'est pas pris dans un litige. Oui, le Québec peut le faire à la Cour d'appel, puis s'il n'est pas content, il en appelle à la Cour suprême, et le fédéral, lui, peut demander un renvoi directement à la Cour suprême sur certaines questions. Alors, ça serait très opportun, et moi, je pense que la Cour suprême ménagera peut-être la chèvre le chou. Elle ne pourra pas se permettre de dire que c'est fini, le pouvoir fédéral de dépenser de façon conditionnelle, oublié, c'est inconstitutionnel. Mais d'autre part, elle va probablement essayer de pondre des critères permettant de dire jusqu'où il peut aller dans ces conditions. Et jusqu'à quel point, à quel moment on va considérer que la dépense, d'accord, c'est une dépense conditionnelle, mais là ça devient
dans l'ordre normatif. Ça devient d'ordre normatif, et là c'est inconstitutionnel parce que c'est finalement de légiférer. Alors, mais quels seront ces critères et tout? Il y a un étudiant doctorat avec moi qui travaille précisément sur cette question-là. Alors, peut-être que dans les prochaines années, vous pourrez lire là-dessus, mais de façon plus précise. Mais donc c'est à suivre ce dossier de qu'est-ce que va faire la Cour suprême sur les dépenses conditionnelles. Mais plusieurs auditeurs sont peu encourageants. OK. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, étant donné qu'on n'a pas signé la Constitution de 82, est-ce qu'on est dans le Canada ou on est dans un vide législatif? Bonne question. Alors, effectivement, comme vous le disiez, le Québec n'a pas consenti à la réforme constitutionnelle de 1982. Peut-être juste brièvement, qu'est-ce que c'était la réforme constitutionnelle de 1982? Ça visait trois choses. D'abord, de rapatrier au Canada. Quand on dit rapatrier la Constitution, on s'imagine, on a pris le texte, on l'a envoyé par avion. C'est tout simplement de se doter du pouvoir de nous-mêmes, de changer nous-mêmes notre Constitution. Parce que jusqu'en 1982, quand on voulait modifier notre Constitution, la Constitution canadienne, il fallait le demander au Parlement britannique qui, lui, modifiait notre Constitution. Mais évidemment, depuis plusieurs décennies, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il pouvait la modifier seulement suivant notre consentement. Bon, mais toujours unanime des provinces et du fédéral. Toutes les fois que le Parlement britannique a opéré une modification constitutionnelle, c'était des suites d'un consentement unanime. Donc, en 82, rapatrier au Canada le pouvoir de changer nous-mêmes notre Constitution, ça marquait vraiment la pleine indépendance du Canada. Là, c'était la seule chose encore là, sur laquelle on n'était pas pleinement souverain. Ensuite, modifier cette Constitution en y insérant une charte des droits et libertés, et en y insérant des formules d'amendement. Parce qu'une fois qu'on dit, bon, maintenant, on peut changer nous-mêmes notre Constitution, bon, alors, comment on va la changer, ça va être quoi les règles? Alors, on a prévu des règles, on les a mis. Alors, le Québec s'est opposé à cette modification-là pour différentes raisons, notamment en raison, il aurait voulu, le Québec, que la règle de l'unanimité, là, pour changer certaines choses à la Constitution, s'applique à d'autres sujets. Donc, il voulait avoir un droit de veto, parce que quand c'est l'unanimité qui est requise, chaque parti a un droit de veto, parce que si une partie n'accepte pas, c'est fini. Mais surtout, c'est qu'il y avait plusieurs choses dans la Charte canadienne qui lui posaient problème, notamment un élargissement de l'accès à l'école en anglais au Québec, financé par les fonds publics, réseau qui existait déjà, mais ça élargissait ce droit, notamment le principe du multiculturalisme qui a été inclus dans la Charte canadienne, plutôt que le principe du biculturalisme. Alors, c'est venu complètement modifier la vision du Canada qu'on avait au Québec, mais qui était partagé ailleurs aussi. Au niveau de 1867, la Fédération, c'est un peu une entente entre deux grandes collectivités de langues et de cultures différentes. Or, le principe du multiculturalisme a fait en sorte qu'on définit aujourd'hui le Canada non pas comme un pays où il y a deux grandes communautés culturelles auxquelles, évidemment, s'intègrent des individus venant de partout dans le monde, mais plutôt un pays où il y a deux langues, mais pas deux cultures, deux langues et plein de cultures. Donc, ça fait en sorte que la culture québécoise est une culture parmi tant d'autres, là, parmi culture ukrainienne, haïtienne, italienne, qui se trouve évidemment au Canada et qui enrichit notre propre culture. Mais ça, bon. Alors, le Québec n'a donc pas signé, mais c'est qu'une fois que, je vais vous faire un bref rappel historique, au début, Trudeau n'avait pas l'accord de 8 provinces pour son projet. Et là, il a fait mine de vouloir procéder de façon unilatérale. Alors là, certaines provinces ont demandé un renvoi à la Cour suprême pour dire « Cour suprême, nous voulons que vous répondiez à la question suivante. Est-ce que le fédéral peut procéder à une grosse modification constitutionnelle comme celle dont je viens de vous parler de façon unilatérale? » Réponse de la Cour, non. En vertu d'une convention constitutionnelle, c'est une règle de droit constitutionnel, mais qui n'a pas une force aussi importante donc qu'un article écrit, mais quand même, c'est une norme constitutionnelle. Et en vertu de cette convention constitutionnelle, le fédéral doit avoir l'accord d'un nombre significatif de provinces. Bon, elle ne dit pas combien, mais elle dit quand même d'un nombre significatif de provinces. Alors, Trudeau retourne en négociation avec les autres provinces et accepte d'insérer dans son projet la clause non-obstant. Alors,
rapidement, c'est que si jamais un Parlement provincial ou fédéral veut que une de ces lois ne puisse pas être contestée, par exemple, en vertu de la liberté d'expression, il peut écrire dans les articles à la fin de sa loi, cette loi s'applique nonobstant l'article 2B, qui protège la liberté d'expression, de la Charte canadienne. Alors, ça fait en sorte que si cette loi brime ma liberté d'expression, vous arrivez dans le tribunal va dire, je suis désolé, il y a la clause dérogatoire ici qui dit que cette loi s'applique nonobstant la Charte. Donc, en insérant ça, un fédéral a réussi à avoir l'accord de 9 provinces sur 10. Donc, le Québec n'a pas accepté. Et là, une fois, alors Trudeau fort de cet accord de 9 provinces, la Cour suprême lui avait dit un nombre significatif. 9 sur 10, c'est quand même très significatif. Donc, il va de l'avant avec son projet. Et là, le Québec repose une autre question à sa Cour d'appel. Il demande à la Cour d'appel, parmi ces provinces, ce nombre significatif de provinces, est-ce que le Québec doit y être? Autrement dit, est-ce que le Québec, c'est le fameux renvoi sur le droit de veto du Québec? Donc oui, il doit y avoir un certain nombre de provinces, mais est-ce que le Québec doit être là? Parce que le Québec était là au début, il est une province fondatrice, etc. Réponse de la Cour, non. Il n'y a pas de convention constitutionnelle, à la suite du raisonnement de la Cour suprême. Pour la Cour suprême, il n'y a pas de convention constitutionnelle requérant l'accord du Québec à une modification semblable à la Constitution canadienne. Donc, la Cour dit que, juridiquement parlant, le fédéral, il n'avait pas besoin de notre accord. Alors, même si, donc, on n'a pas signé la modification constitutionnelle de 1982, cette loi de 1982 s'applique à vous et moi comme aux citoyens ontariens. Alors, autrement dit, la Charte canadienne et toutes les dispositions de la loi de 1982 s'appliquent à nous, mais cette Charte est en déficit de légitimité politique. Alors, et tous l'accord de Meach, l'accord de Charlottetown, visaient justement à remodifier cette Constitution, modifiée en 82, de façon à faire adhérer le Québec. Au niveau juridique, on est soumis, mais pour que cette Constitution ne soit plus en déficit de légitimité politique au Québec. Et ces tentatives n'ont pas réussi, et donc on n'en voit pas non plus dans un proche avenir. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le reste pour une ou deux questions. Oui. Oui, j'aimerais savoir, je sais que pour certaines constitutions, il y a un tribunal constitutionnel qui existe, alors qu'au Canada, c'est la Cour suprême qui arbitre les litiges constitutionnels. Je veux savoir s'il y a une différence entre la Cour suprême puis des tribunaux qui vont arbitrer seulement les litiges, et puis, si oui, quelle influence ça a au Canada? Alors, effectivement, dans certains États, comme vous l'avez bien dit, certains États fédératifs, il y a une Cour constitutionnelle qui est compétente en exclusivité. Autrement dit, vous êtes devant un tribunal commun, la Cour supérieure, et une question constitutionnelle se pose pendant le procès. Cette question-là, ça ne sera pas le tribunal qui va la trancher, ça va être envoyé à la Cour constitutionnelle. Alors qu'au Canada, on n'a pas de Cour constitutionnelle. Tous les tribunaux au Canada sont compétents pour décider, pour trancher des litiges en matière constitutionnelle. Que ce soit la Cour supérieure, les cours supérieures des provinces, les cours provinciales, la Cour supérieure, les cours d'appel et la Cour suprême. Et on a donc adopté un peu le système américain. La Fédération américaine, c'est la même chose, c'est la Cour suprême des États-Unis, donc est habilitée. Est-ce qu'on peut constater une différence dans la jurisprudence fédérative, là, au niveau du partage des compétences, entre celle des cours suprêmes et des cours constitutionnels? Malheureusement, je ne peux pas répondre, mais je peux quand même vous dire que c'est mon projet de recherche, parce que ça va être très intéressant. Dans un projet de recherche que j'ai entamé, je veux justement analyser la jurisprudence en matière de partage des compétences des cours de dernier ressort en matière constitutionnelle de plusieurs fédérations multinationales. Alors, bon, dans mon lot, je n'ai pas les États-Unis et tout ça, mais plutôt la Suisse, l'Afrique du Sud, etc. Et pour essayer de voir, est-ce que dans la jurisprudence de ces cours, et justement, ça pourrait être, vous me donnez une bonne idée, un paramètre, justement, de voir, est-ce que les cours constitutionnels spécialisés en matière constitutionnelle, est-ce qu'elles sont plus ou moins, est-ce qu'elle protège plus ou moins l'autonomie des deux paliers de gouvernement, ou est-ce que, autrement dit, c'est un facteur déterminant, ça sera, je pense, un facteur qui sera intéressant
à examiner. Et je veux également voir est-ce que cette tendance de centralisation qui se manifeste dans plusieurs fédérations, hein, ici au Canada, on n'est pas les seuls, mais est-ce que cette tendance se reflète aussi dans la jurisprudence de d'autres fédérations multi ou bi ou plurinationales? Malheureusement, donc, je ne peux pas répondre à votre question. Mais chose certaine, à mon avis, que ça soit une Cour constitutionnelle spécialisée ou une Cour suprême qui soit compétente en dernier ressort, je pense que le processus de nomination y est pour quelque chose, dans une certaine mesure, dans l'orientation qu'aura une Cour sur la jurisprudence et le partage des compétences. Parce que les juges jugent en droit. Et les juges, quand on lit leurs raisonnements, c'est des raisonnements qui se tiennent juridiquement parlant. Mais les décisions en matière constitutionnelle ont nécessairement une forte connotation politique. Et pour prendre un autre exemple, et non pas le partage des compétences, mais chacun a droit à la liberté d'expression. On a mis ça dans la Constitution, et là, on a donné le rôle aux tribunaux, parce que si on met quelque chose dans la Constitution, puis qu'on dit qu'une loi incompatible avec cette Constitution rend la loi inconstitutionnelle, il faut toujours bien qu'on donne le pouvoir à quelqu'un de dire si la loi est compatible ou pas. On a donné ce pouvoir-là aux tribunaux, et là, on dit au tribunal, bon, vous, là, est-ce que vous pensez que cette loi porte atteinte à la liberté d'expression? Mais là, il faut qu'ils définissent. Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Qu'est-ce que ça protège? Qu'est-ce que ça ne protège pas? Ainsi de suite. Donc, en matière constitutionnelle et en partage des compétences, c'est l'avenir d'une fédération qui est entre les mains des juges. Et tout dépend de cette capacité des tribunaux à maintenir un certain équilibre. Oui, faire évoluer le partage des compétences. Ah, on n'avait pas prévu la compétence en matière de langue. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le donne à l'un, à l'autre, ou un peu aux deux, etc. Et quand on fait évoluer, ben, il faut essayer de maintenir un équilibre fédératif, sinon mais c'est la survie même d'un régime fédératif qui est en cause. Intéressant. Oui, OK. Il y aura peut-être deux courtes questions. En fait, je les prendrai une derrière l'autre pour qu'on puisse terminer puis vous répondre à la fois. Pas de problème. Merci. J'aimerais vous demander si, en guise de conclusion, on peut dire que le fédéralisme canadien tel qu'il est présentement est voué à l'échec. OK, tout de suite, parfait. Oui, c'est une question. Vous parlez dans votre ouvrage de la créativité de la Cour versus une espèce de conservatisme par rapport à la lettre. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de ça par rapport aux perspectives d'avenir, un peu en lien peut-être avec cette question-là, aux perspectives d'avenir dans l'interprétation de la Constitution. Parfait. Non, ça va? Bon, allez-y. Alors, est-ce que la Fédération canadienne, telle qu'elle est actuellement, est vouée à l'échec? C'est-à-dire qu'on est face à un dilemme, là. Il va falloir... de façon, mais là, je parle vraiment de façon générale, parce que, évidemment, que les Canadiens, peut-être qu'ils sont tout à fait en désaccord avec la tendance d'évolution vers la centralisation de la Fédération canadienne. Mais le problème, c'est que, de façon générale, chez les autres Canadiens, cette tendance-là ne pose pas de problème, de façon globale. Comme je disais, il y en a des revendications dans les autres provinces. Ils disent pas tout est beau au fédéral, puis la Fédération canadienne est la plus belle au monde. Non, non. Il y a des choses qui veulent améliorer. Mais leurs revendications ne vont pas à la cheville des revendications constitutionnelles du Québec, et ça, tout parti politique confondu depuis les années 50. Et ça, là, c'est récurrent. Il y a un document produit par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes qui trace l'historique de toutes les revendications constitutionnelles du Québec. Ça devrait toujours les mêmes pour tous les partis. Alors là, il va falloir... Et c'est ça la question qui se pose, c'est que si le Québec a manifestement et clairement manifesté son désaccord avec la façon dont la Fédération canadienne évolue, écoutez, pour que 49,4% des Québécois votent en faveur de la souveraineté, il ne faudra même pas être content là, pour voter en faveur d'une solution qui, sur un spectre de solutions, peut sembler quand même à l'extrémité. Et on aurait pu penser que des suites de ce résultat qui a donné des sueurs froides à plusieurs personnes, que le reste du Canada dise « Ouf, OK, là, on l'a échappé belle, on va s'asseoir. » Parce que là, de toute évidence, les Québécois sont pas contents. Les Québécois sont pas contents du tout, et là, on va essayer de voir comment on pourra. Coup de théâtre, on attendait donc peut-être une réaction d'ouverture. La réaction a été une réaction de durcissement. Alors, plutôt que de faire le pari, de dire, on ne veut pas que le Québec s'en aille, on va les accommoder. On s'est dit, le Québec, on ne veut pas que le Québec s'en aille,
on va s'organiser pour qu'ils ne puissent pas s'en aller. Et là, c'est là que ce qu'on a appelé le plan B, finalement, a été mis en œuvre, notamment, c'est là que le fédéral a dit à la Cour suprême, a posé la question, est-ce que le Québec peut faire sécession de façon unilatérale du Canada? Ça a donné lieu au fameux renvoi sur la sécession du Québec. Alors, le fédéral espérait évidemment que la Cour dise non, le Québec ne peut pas faire cession unilatérale du Canada. Et le fédéral avait bien fignolé sa question, parce que c'était, est-ce que le Québec peut faire sécession unilatérale en vertu de la Constitution du Canada? Bon. Là, la Cour a dû d'abord se dire, qu'est-ce que ça comprend, la Constitution du Canada? Le fédéral disait, c'est juste ce qui est écrit. Bon, la loi constitutionnelle de 1867, la loi constitutionnelle de 1982. Puis la Cour, le procureur fédéral disait, écoutez, il n'y a rien de prévu dans les textes sur la sécession. Vous pouvez lire tous les textes constitutionnels au Canada, il n'y a strictement rien sur la sécession, c'est silence. Ni pour ni contre, rien. Là, d'où la conclusion de dire, alors, vous devez conclure que c'est pas possible, parce que c'est pas prévu. Si c'était pas prévu, c'est pas prévu, mais bon. Or, la Cour a innové et a dit, attention, ce que comprend la Constitution du Canada, ce ne sont pas uniquement les textes constitutionnels, fait également partie de la Constitution du Canada certains principes sous-jacents à la Constitution qui sont si fondamentaux à notre structure constitutionnelle qu'on peut considérer qu'ils font partie de la Constitution au même titre que si on les avait prévus expressément. Et parmi ces principes, elle en a identifié 4, notamment, là, dans d'autres jugements, elle en a identifié d'autres. D'abord, le principe du fédéralisme. Ça, quand même, c'est quand même prévu dans le texte, puis comme on vient de le voir, bon, on se doutait qu'on était une fédération. Elle a identifié le fédéralisme, la démocratie, la primauté du droit et la protection des minorités comme étant 4 principes fondamentaux. Et elle a dit, donc, réponse à la question, non, c'est vrai que le Québec ne peut pas faire sécession unilatéralement du Canada. Mais, advenant un vote clair, à une question claire, en faveur de la souveraineté du Québec, ce vote clair fera naître une obligation constitutionnelle de négocier les modalités d'accession à la souveraineté du Québec. Donc, le fédéral ne s'attendait probablement pas à une telle réponse, et d'ailleurs, c'est pas ça qui plaidait du tout. Donc, parce que le Québec savait depuis longtemps qu'il devrait négocier. Hein, le Québec, dans l'hypothèse où le Québec vote en faveur de la souveraineté de façon majoritaire, on va dire « Salut! » Bon, la dette, bon, etc. Les anglophones au Québec, on va leur reconnaître des droits dans notre nouvelle constitution québécoise. Le fédéral va vouloir quand même s'assurer que, bon, et les autres provinces également. Donc, on savait qu'il fallait négocier. Mais ce que le fédéral disait depuis des décennies, c'est « On négociera jamais avec vous. Faites-en des votes, faites-en des référendums, on ne négociera pas. » Alors, la surprise, ça a été de se faire dire que lui aussi avait une obligation, mais pas une obligation administrative, une obligation prévue dans une loi, une obligation constitutionnelle de négocier. Et la Cour a dit, les parties dans cette négociation-là devront être de bonne foi. Et là, elle a dit, attention, là, pendant les négociations, si jamais ça arrive, vous venez pas me voir pour me demander qui est de bonne foi. Non, c'est moi, c'est lui, non, non. Elle dit, écoutez, moi, là, je vous dis tout ce que je peux vous dire qui est juridique sur la sécession du Québec. Voilà le topo, voilà la marche à suivre, finalement. Et pour tout le reste, qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi dans les négociations, est-ce que la question est claire, est-ce que le vote est clair? Elle a dit ça, c'est d'ordre politique, et il reviendra aux acteurs politiques de juger. Or, qui sera juge de la bonne foi des partis? C'est la communauté internationale. Et ça, la Cour suprême le dit dans son jugement. Je vous donne un exemple bien facile. Par exemple, on a un vote en faveur de la souveraineté du Québec de 56 C'est pas mal élevé. Disons, non, un vote de 53 en faveur de la souveraineté. Alors, le Québec, bon, on va aller négocier. Le fédéral dit, non, nous, on négocie pas, parce que notre obligation constitutionnelle de négocier naît seulement si c'est une majorité claire. Or, pour nous, 53 c'est pas une majorité claire, parce que dans la loi sur la clarté qu'on a adoptée, c'est écrit qu'on allait décider a posteriori, ça serait quoi clair pour nous. C'est ça qui est écrit dans la loi sur la clarté.
Alors, là, écoutez, je vais m'en sortir, c'est ça. Alors, prenons cet exemple-là. Bon, là, le Québec va dire, hey, le fédéral est mauvaise foi. Bon, c'est les autres pays. Les autres pays, ils vont regarder, puis là, ils vont dire, parce qu'un pays, là, un État, au-delà du droit, un État naît en vertu des faits, d'abord. Puis c'est le droit, souvent, qui suit. Un pays peut se proclamer indépendant. S'il n'y a personne qui te reconnaît comme un État indépendant, je suis indépendant. Ben oui, personne de... C'est fini. Il faut une reconnaissance des autres pays qui te reconnaissent comme étant un État indépendant. Alors, une situation comme celle-là pourrait, je dis bien pourrait, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce que ferait la communauté internationale. Puis quand on parle de communauté internationale, ça va être beaucoup les États-Unis et la France. Là. La France à cause évidemment des liens historiques et les États-Unis parce que point. Donc, si la France et les États-Unis disent, ben nous, on trouve ça clair. 53. Voilà. Inverse. Le Québec arrive à la table des négociations. Ah oui, puis la Cour a dit, pendant les négociations, les deux parties doivent négocier en ayant en tête les principes sous-jacents au texte constitutionnel. Et on a vu que la protection des minorités est un de ces principes. Le Québec arrive à la table des négociations, il dit, bon, nous, les nations autochtones, c'est fini, là, les anglophones québécois, droit historique, j'ai jamais entendu parler. Bon, la communauté internationale regarde, dit, Québec, mauvaise foi. On ne reconnaît pas le Québec. Alors, donc, ça va être beaucoup un jeu, donc, politique, tout simplement, et la Cour le dit elle-même, et a elle-même identifié la communauté internationale comme étant, pas l'instance, c'est pas une instance, mais l'ordre qui, ultimement, sera juge des faits. Mais pour revenir à votre question, donc, la Fédération canadienne vouée à l'échec, moi, je pense que si le fossé, les deux solitudes, là, qui sont finalement illustrées par ces deux visions différentes de l'avenir du Canada dont j'ai parlé tout à l'heure, si ce fossé continue à se creuser, à un moment donné, il va se passer quelque chose, là. Soit Québec deviendra souverain ou le Canada mettra dehors le Québec ou je sais pas. Parce qu'il y a deux solutions, hein. On peut très bien accepter comme c'est prendre l'état de ce que c'est en ce moment, puis dire ben là, on n'est quand même pas un pays on a une qualité de vie quand même très très bonne, on n'est pas en train de crever de faim, on n'est pas puis ça, dans le fond. Tant pis, la fédération évolue de façon centralisée et tout. Et les gens peuvent très bien choisir ça, par dépit, par conviction, par résignation. Alors ça, c'est une option. L'autre option, c'est le fédéralisme asymétrique. Très possible juridiquement, politiquement, de plus en plus, pour moi, utopique. Donc, si c'est pas cette solution mitoyenne, il y a celle de dire, ben là, il y a d'autres choses. Arrêtez, la Constitution, là, on a assez parlé, mais il reste que la Constitution, c'est la base, là. Ben, là, je prêche pour ma paroisse. Mais, et puis, ou sinon, l'autre solution, mais c'est de reprendre l'ensemble des pouvoirs étatiques et refaire un peu l'exercice qu'on a fait en 1867. On est en 2006. Aujourd'hui, en 2006, quelles sont les matières sur lesquelles le Québec a des intérêts communs avec d'autres? Il en a avec le Canada, il en a avec les États-Unis, il en a avec plusieurs pays dans le monde. Et de faire en sorte que ces intérêts communs soient protégés. Et quels sont ceux sur lesquels nous avons des intérêts particuliers et tout. Et donc, c'est un peu de refaire l'exercice, mais évidemment, peut-être pas dans un nouveau cadre fédératif canadien, mais dans d'autres cadres. Ça peut être des ententes purement économiques, mais ça peut être des ententes avec une certaine structure politique, avec le reste du Canada, avec d'autres pays, etc.